Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je suis accompagné du docteur David Oer. David, bonjour. Bonjour, bonjour David. Les deux David. Et docteur David Oer, donc l'auteur de ce livre Cohérence cardiaque 365. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande de l'acheter, il est très très bien, très intéressant. Et voici donc ma première question. 21 000 fois par jour, 7 665 000 fois par an, 613 200 000 fois pour 80 années, c'est le nombre de respirations. Et donc ma première question est, est-ce que la cohérence cardiaque, est-ce que j'ai juste ou tort, est une méthode respiratoire à la base? La cohérence cardiaque est une méthode à la fois respiratoire, mais aussi il est possible d'induire un état de cohérence cardiaque sans la respiration. La cohérence cardiaque est un état d'équilibre physiologique, psychologique et émotionnel. C'est un état dans lequel mon système nerveux autonome, c'est-à-dire le système d'adaptation à l'environnement, est stable, est en équilibre entre les dépenses, l'activité énergétique vers l'extérieur, et les ressources, la reconstitution de l'énergie. La respiration représente de loin la façon la plus simple de se mettre en cohérence cardiaque, puisqu'il suffit de respirer à une fréquence donnée qui s'appelle une fréquence de résonance de 6 par minute, le plus simple étant de faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et vous êtes en cohérence cardiaque. D'autres techniques d'induction de la cohérence cardiaque sont aussi à notre disposition. Il s'agit par exemple de se souvenir d'un événement agréable, de s'imaginer dans un lieu sécuritaire, de penser à quelqu'un que l'on aime ou quelqu'un à qui on aimerait dire merci. C'est un peu plus complexe, donc la respiration est la façon la plus simple de commencer une pratique de cohérence cardiaque. Et la plus rapide aussi. C'est la plus rapide, puisque lorsqu'on évalue la cohérence cardiaque avec du matériel de biofeedback, on s'aperçoit qu'en une ou deux respirations, c'est-à-dire en 10 à 20 secondes, avec la respiration, on est dans cet état de cohérence cardiaque. Lorsqu'il s'agit d'une induction émotionnelle ou cognitive, c'est-à-dire par la pensée, il faut en général plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes pour atteindre cet état dit de cohérence cardiaque. Alors, le livre, Cohérence cardiaque 3 fois 365 qui s'affiche là sur votre écran, il y a le 6, tu l'as décrit, 6 mouvements respiratoires par minute. Le 3, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour, ça demande quand même de la coopération, il faut suivre. Ça demande la constance, et c'est un des problèmes de la cohérence cardiaque. Ça demande une pratique quotidienne, et même tricotidienne, pour avoir un effet important, pour avoir un effet sur le long terme. Et c'est certain que c'est peut-être la seule chose difficile à la cohérence cardiaque. J'ai tendance à dire, et j'ai l'habitude de dire que la cohérence cardiaque c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile à pratiquer régulièrement. Par contre, sachant qu'une pratique de cohérence cardiaque permet quand même d'augmenter l'espérance de vie, a un impact direct sur notre système de santé, sur la prévention de la maladie, sur une augmentation de notre système immunitaire, c'est quand même intéressant de consacrer ces 15 minutes par jour à une pratique qui va être largement compensée en qualité de vie, en santé et en espérance de vie. Donc oui, c'est une pratique qui va demander une certaine contrainte, une certaine constance, une certaine discipline, mais elle se ritualise très bien et jusqu'à de faire partie de notre style de vie, de notre mode de vie. Puis c'est du temps pour soi-même, avec soi-même et dans soi-même. Tout à fait. Cohérence cardiaque, quels sont les bienfaits ? Alors, les cohérences cardiaques résultent des bienfaits, je vais dire physiologiques, d'un équilibre du système nerveux autonome. Et au premier lieu, c'est la réduction du niveau de stress qui peut se mesurer par la réduction du taux du cortisol. Et tout ce qui est secondaire à un cortisol plus élevé est favorable, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, les maladies métaboliques, tous ces déséquilibres d'une vie moderne, les troubles de la gestion du poids, les troubles du sommeil, les troubles digestifs, tout ce qui déroule d'un déséquilibre du système nerveux autonome au détriment du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire le repos, la réparation, la relaxation, la reconstruction, est favorable à la santé. Et il y a bien sûr des effets favorables d'un point de vue plus psychologique, émotionnel, et en numéro 1, une beaucoup plus grande stabilité émotionnelle. Alors par essence, est-ce qu'on peut dire que la cohérence cardiaque, quelque part, c'est de la prévention
pour éviter certaines maladies. Oui, vraiment. La cohérence cardiaque fait partie des mesures préventives. En renforçant notre système d'adaptation, on va aussi renforcer notre système d'éviter que des maladies surviennent, en renforçant notre immunité, par exemple, en renforçant notre capacité de s'adapter à un environnement stressant. Oui, c'est de la prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter qu'une pathologie s'installe, mais on est en prévention secondaire aussi, c'est-à-dire une fois qu'une pathologie s'est installée, de faire que la guérison arrive plus vite, puisqu'on renforce le système de guérison et le système nerveux parasympathique, c'est véritablement le système de la réparation. Et en prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois une maladie chronique par exemple guérie, on va éviter les récidives ou les refus. Donc c'est véritablement un outil de prévention. Alors dans ce livre, 5 minutes le matin, que tu as écrit également, tu parles de pratiques formelles et de pratiques informelles. Oui. Alors, c'est pour essayer de trouver des termes simples. La pratique formelle, pour moi, c'est véritablement prendre le temps de s'asseoir, de se recentrer sur le moment présent, pendant le temps qu'il faut, 5 minutes par exemple, pour juste se concentrer sur la respiration, sur une fréquence respiratoire, mais très vite qui devient acquise, c'est-à-dire au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous n'avez plus besoin de regarder un guide respiratoire, vous aurez en vous adopté cette fréquence très simple, 5 inspires, 5 expires, 6 respirations par minute, c'est-à-dire un cycle de 10 secondes. Donc ça, c'est la pratique formelle. Et puis, il y a des pratiques informelles, c'est-à-dire n'importe où, n'importe quand. Je peux appeler cette ressource, puisque je la pratique régulièrement, pour faire 1 minute, par exemple, juste 6 respirations, dans un moment où je désire revenir au neutre, revenir au centre, ce que j'appelle le recentrage, après une émotion violente, après une colère, après une surprise, après une mauvaise nouvelle, ou avant en prévention de quelque chose de difficile, avant un entretien d'embauche, avant la rencontre avec une personne avec qui je ne m'entends pas très bien. Donc on a ces pratiques informelles qui n'ont pas ni de durée, ni de temps précis, qu'on va aller chercher à n'importe quel moment de la journée. Alors, au dos du livre, 5 minutes le matin, il y a une citation du docteur Christophe André. Il dit « Ça peut tout changer, de prendre quelques instants pour méditer. Il suffit de commencer par 5 minutes. Pas davantage. La méditation est un univers parfois intimidant. Ce livre amical et complet va vous en faire franchir le seuil en 5 minutes chaque matin. Ma question, est-ce qu'on peut faire un lien parallèle entre la méditation, la cohérence cardiaque et par extension l'hypnose, la sophrologie, etc. » Alors tout d'abord, Christophe André est un ami. Et je vois qu'il vient de sortir un livre, 3 minutes de méditation, donc je pense qu'on démarre un petit concours là tous les deux. Donc pour mon prochain livre, ce sera 2 minutes de méditation le matin, et on va voir jusqu'où on va aller. Donc ça c'était très drôle. Il m'a fait le plaisir de lire ce livre et d'écrire cette postface. Pour moi, la cohérence cardiaque est une approche de type méditative, dans la mesure où la méditation est un recentrage sur le moment présent. C'est-à-dire être ici et maintenant totalement présent dans mon corps, présent dans mes pensées, présent dans mes émotions. La cohérence cardiaque, par l'induction respiratoire, favorise cet état de neutralité, cet état de ce qu'on appelle l'apesanteur émotionnelle. Et pour avoir mis en place depuis 20 ans la cohérence cardiaque chez pratiquement tous mes patients, je retourne souvent dans la ville où j'ai été médecin pendant 30 ans en tout, et je vois de très nombreux anciens patients qui me disent « je continue vos respirations », ou certains me disent je suis passé à la méditation ou à la pleine conscience. Et connaissant ces personnes et leurs familles, je sais très bien que sans la cohérence cardiaque, ils n'auraient jamais franchi le seuil d'aller apprendre la méditation, d'aller suivre des stages de méditation de pleine conscience. Et je sais, parce que c'est ce qui m'est arrivé, et c'est pour ça que j'en parle dans le livre 5 minutes le matin, je sais que c'est la cohérence cardiaque qui m'a amené à la méditation. Je pense que j'aurais jamais pensé avoir le temps de méditer, de prendre une pratique de méditation, parce que ce livre a été écrit pour les personnes qui lisent, je n'ai pas le temps de méditer. Et oui, pour moi c'est une première étape vers une démarche de type méditative. Très bien. Alors, je n'ai pas précisé, nous sommes là en formation cohérence cardiaque. Oui. Nous avons à peu près, vous ne voyez pas sur la vidéo, 40 personnes devant nous, des professionnels de santé, de l'accompagnement, de la thérapie, etc., qui sont donc intéressés par ces questions. Donc, je soumets leurs questions, adaptées ou pas adaptées, cohérence cardiaque et sevrage tabagique. Alors, la cohérence cardiaque, pour moi, est aussi, en dehors d'une pratique personnelle de type méditation, une pratique de thérapie cognitive et comportementale.
Et dans thérapie cognitive et comportementale, il y a le côté comportemental. Fumer est une pratique qui, au départ, entraîne une addiction, mais qui entraîne chez les personnes qui fument un certain état de soulagement, justement par un état de stress que la cigarette induit elle-même. Donc c'est presque quelque chose qui est nécessaire à elle-même pour se calmer. Par contre, dans la cigarette, dans le tabac, il y a une substance qui s'appelle la nicotine, qui, elle, induit cette addiction, qui est très sensible à la mise en place d'une pratique de cohérence cardiaque, parce que la molécule elle-même de nicotine est très proche de la molécule de cortisol. Et donc on a, petit à petit, on va modifier un stimulus qui a fait que je sors une cigarette, que j'ai envie de la fumer. Il y a en général un stimulus qui vient par la baisse du taux de nicotine après 1 heure depuis la dernière cigarette. Il y a un manque qui s'installe. Ou il y a un stimulant extérieur, l'odeur du café, ou quelqu'un qui fume, un groupe en société, réveille ce désir de fumer. Et donc on a mis en place un protocole d'insérer un filtre entre ce stimulus initial qui fait que j'ai une cigarette dans la main et le processus de la fumée véritablement. Quand je constate que j'ai une cigarette à la main, c'est qu'il y a un stimulus. Et là, je vais intercaler un petit filtre, 1 minute de cohérence cardiaque. Et on s'aperçoit, si on s'astreint à faire ça régulièrement, en quelques semaines, le nombre de cigarettes va baisser parce qu'on va mettre un filtre émotionnel entre le stimulus initial et le comportement de fumée et le comportement de compensation. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est exactement ça. Très bien, intéressant. Cohérence cardiaque adaptée ou pas aux personnes qui manifestent des antécédents cardiovasculaires tels que des infarctus du myocarde, oui. AVC, angor, etc. Alors là, la réponse est totalement oui. D'ailleurs, c'est la première recommandation de la Fédération française de cardiologie depuis 2014 et se renouveler chaque année. La pratique du 3-6-5 de la cohérence cardiaque respiratoire telle que je la préconise et la préconisation numéro 1 sur 10 préconisations faites par la Fédération française de cardiologie en prévention des maladies cardiovasculaires et a fortiori chez les personnes qui ont fait un premier accident cardiovasculaire qui sont très sensibles à un second accident, donc oui, absolument. D'ailleurs, la Fédération française de cardiologie qui nous dit que le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Le stress est un facteur de risque parce qu'il induit, une augmentation de la pression artérielle, une vasoconstriction en particulier au niveau des artères coronaires, une hypercoagulabilité du sang. Tout ça pour nous protéger d'une éventuelle blessure par coupure, par morsure, telle que nous avons été programmés il y a des millions d'années, et qui ne sont pas forcément adaptés au stress aujourd'hui. Donc oui, la cohérence cardiaque est absolument à conseiller à toute personne qui a déjà fait un premier accident cardiovasculaire, mais a fortiori à tout facteur de risque. Et encore une fois, le tabac par exemple est un facteur de risque aussi. Donc à respirer sans modération. À respirer sans modération. Cohérence cardiaque adaptée oui ou non aux enfants et adolescents. Aux enfants ou adolescents. Oui, alors je ferai une différence entre enfants et adolescents en mettant la puberté comme zone. Chez l'enfant, c'est extrêmement simple. Chez l'enfant, on pratique la cohérence cardiaque qui, théoriquement en physiologie, on devrait leur demander de respirer à une fréquence plus élevée, de l'ordre de 9 par minute, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas d'abord par souci d'apprentissage. Est-ce qu'on va enseigner à un enfant, un jeune enfant, quelque chose qui va changer dans le temps? Est-ce que dans une même classe, surtout vers 10 ans, 11 ans, où il y a des tailles différentes dans la classe, on va faire des groupes? Donc, par consensus, on a décidé de garder la fréquence de 6 par minute parce qu'il s'agit d'un apprentissage, d'autant plus qu'un enfant en dessous de l'âge pubertaire a une variabilité cardiaque extrêmement importante naturellement au repos, de l'ordre de 50-60, c'est-à-dire au repos, sa fréquence cardiaque fluctue plus ou moins 20 à 30 autour de la moyenne. Et donc, à quoi sert-il de trouver la fréquence de résonance? Parce que jamais on doublera cette amplitude, jamais on la triplera. Et même lorsqu'on met un enfant, et je l'ai fait des dizaines de fois, de moins de 10 ans à la cohérence cardiaque, à sa fréquence de résonance, le gain en amplitude est très faible parce qu'ils sont déjà au maximum. Donc, par consensus, toutes les personnes qui travaillent les enfants ont décidé de ne pas tenir compte de la fréquence de résonance. Donc, on utilise celle de l'adulte et on met un apprentissage sur sa future fréquence de résonance, parce qu'il faut savoir qu'au niveau hormonal et en particulier au niveau de la DHEA, la sécrétion de DHEA ne va vraiment être importante que après, vers l'adolescence. Donc on a ce part sympathique-parasympathique qui est différent chez l'enfant avant la puberté et après.
Pour l'adolescent, c'est un adulte. L'adolescent au niveau physiologique, c'est un adulte. La variété cardiaque a commencé à baisser, le stress a commencé à s'installer, toutes les hormones qui arrivent, qui sont tous des stéroïdes, soit polarité sympathique avec testostérone, oestrogène, polarité parasympathique, la progestérone. Donc tous ces stéroïdes sont venus bouleverser l'équilibre sympathico-vagal et ont déjà entraîné des diminutions, des changements de la variété cardiaque comme chez l'adulte. Donc chez l'adolescent, on pratique exactement de la même façon que chez l'adulte, en sachant qu'un adolescent de 15 ans a une amplitude qui peut être de 20, une variété de 20, c'est-à-dire plus ou moins 20 autour de la moyenne. Donc la recherche exacte de sa fréquence de résonance importe peu, c'est la pratique régulière d'une séance de cohérence cardiaque qui est importante. On peut considérer adolescent à partir de quel âge dans cette dynamique-là, 13-14 ans? Ben oui, c'est les teenagers. Teen, c'est dès qu'il y a un teen dans le nom, 13, 13 ans. Ouais, voilà, 13 ans. Alors, tu as préfacé ce livre-là, Les 3 émotions qui guérissent. Et dans cette préface, donc, voici ce que tu dis: je vous invite à visiter le jardin de vos émotions. Et ma question, est-ce que les émotions sont nos amis ou nos ennemis? Les émotions sont nos amis, puisque ce sont grâce à nos émotions que nous sommes en vie. Même la colère, elle est désagréable, mais grâce à ce côté désagréable, j'évite les personnes qui vont envahir mon territoire. La peur est pas agréable, mais grâce à la peur, je m'en vais en courant quand il y a un danger. Et cette phrase, je l'ai mise parce que Emmanuel Pascal, qui a écrit ce livre, est un psychologue du sud de la France qui a une activité de pratique de groupe. Et c'est son expérience. Et une très belle activité de pratique de groupe. Dans une pratique de groupe de cohérence cardiaque, on n'a pas besoin de mettre tout le monde sur un logiciel, c'est-à-dire on enregistre une personne et elle est représentative du groupe. Et quand le groupe est en cohérence cardiaque, cette personne est en cohérence cardiaque aussi. Et Emmanuel a eu la bonne idée de poursuivre des groupes de discussion qui au départ s'étaient réunis dans le domaine du surpoids, parce qu'il pratique une pratique de groupe en accompagnement de la gestion du poids. Et il a eu envie de continuer au-delà du livre, parce qu'ils ont utilisé mon premier livre comme base d'une pratique de groupe. Et il a eu la belle idée de demander aux personnes d'écrire sur une feuille de papier ce qui était pour eux une émotion agréable. Alors, il n'y a aucune limite, ça peut être n'importe quoi. Donc, les personnes ont écrit, mis tout ça dans un chapeau, et ou dans une boîte, et à chaque session, ils tiraient plusieurs noms. Ils disaient, voilà, mettez-vous en cohérence cardiaque, les gens savent ce que c'est. Et puis maintenant, regardez ce mot, ça peut être beauté, ça peut être foi, amour, et pensez à quelque chose par rapport à ce mot. Et ce groupe a fonctionné en travaillant avec des mots agréables pour plusieurs personnes dans le groupe. Et donc il a mis en tête, et c'est le sujet de ce livre, des fleurs, parce qu'il faisait écrire ces mots sur des pétales de fleurs qu'il découpait ensuite, donc c'était assez connoté jardin. Et donc il a gardé les 3 émotions qui étaient le plus souvent demandées. Et donc je ne me rappelle jamais, c'est comme les 7 nains, je ne me rappelle jamais les 7 nains. Gratitude, amour et foi. Gratitude, amour et foi, qui étaient le plus souvent demandées, que les personnes présentes disaient qu'ils les inspiraient le plus. Très bien, donc la cohérence cardiaque de groupe, c'est possible. Tout à fait. Et ma question, alors imaginons, je suis prof ou je suis instituteur, est-ce que je pourrais éventuellement proposer à mes élèves de faire de la cohérence cardiaque, donc en groupe? Oui, alors ça se fait. J'hésitais justement parce que j'évite un peu d'utiliser le terme de cohérence cardiaque en ce qui concerne les écoles. Peut-être je l'expliquerai c'est un peu plus compliqué, de la respiration guidée. Et je préfère utiliser la respiration guidée. Et ce qui se fait dans les écoles qui l'ont mise en place, c'est au retour de la récréation, de réunir les élèves. C'est pas à peine de faire 5 minutes, c'est 1 minute pour les très jeunes, école primaire, 2 minutes pour le collège par exemple, et 3 minutes après, ça ramène un calme presque instantané et on guide à sa fréquence, c'est-à-dire on veut juste faire une respiration synchrone de 6 à 12 respirations, et toutes les écoles, tous les professeurs qui ont mis ça en place, à titre personnel, ont noté un calme beaucoup plus rapide, une baisse du niveau sonore, et nous l'avons mis en place dans ce qui s'appelle les CPE, le centre petite enfance, les crèches municipales à Montréal. Une bonne partie des plusieurs milliers des éducatrices des crèches ont été formées à la cohérence cardiaque, et leur stresseur numéro 1, c'était le bruit.
le bruit dans les très jeunes enfants. Et donc, mis ça en place, et ils font respirer même des très très jeunes enfants, tous ensemble. Ils se sont rendus compte que c'est un effet extrêmement apaisant sur le bruit et sur leur perception du bruit. Et donc oui, la raison pour laquelle aussi je demande de ne pas appeler ça de la cohérence cardiaque, c'est déjà compliqué à expliquer. Et puis les parents, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Cohérence cardiaque, c'est difficile. Respiration guidée, tout le monde comprend. On a juste fait des exercices de respiration tous ensemble. Ouais, d'autant plus qu'ils vont respirer encore à peu près 600 millions de fois dans leur vie, donc autant bien respirer. Adapté ou pas adapté, cohérence cardiaque et diabète pour les patients atteints de diabète insulino-dépendant. Alors, oui, bien sûr, il y a un impact direct physiologique sur le diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant. Le non insulino-dépendant, c'est les diabétiques qui vont prendre des comprimés, ils vont prendre des médicaments pour baisser leur taux de sucre, et c'est plus difficile à évaluer l'impact. Par contre, sur les diabétiques insulino-dépendants, ils font des dextros, c'est-à-dire ils vont régulièrement se doser leur taux de sucre et adapter la quantité d'insuline à injecter à cette dextro, à cette mesure. Et donc les insulino-dépendants ont directement un moyen de mesure dans leur carnet de diabétiques. Ils s'aperçoivent, et depuis 5 ans j'interviens au Centre de médecine intégrative de Montréal, nous avons de nombreux diabétiques parce qu'un des médecins est endocrinologue, et il s'est aperçu, au début il était assez sceptique, il s'est aperçu que les personnes qui avaient mis en place régulièrement une pratique de cohérence cardiaque, secondairement, avaient baissé leur dose d'insuline, mais même si ce n'était pas une volonté au départ, c'est juste qu'ils s'est rendu compte qu'il y avait un meilleur équilibre glycémique par la pratique régulière et qui donne une baisse de l'insuline nécessaire. Il faut quand même savoir que le cortisol sur lequel agit la cohérence cardiaque est l'hormone principale de gestion de l'énergie. L'énergie dans notre corps, c'est du sucre, mais il ne se stocke pas le sucre. La seule façon de mettre du sucre, de l'énergie de côté, c'est de la transformer. La transformer en graisse, en triglycérides, surtout la graisse abdominale, c'est des réserves d'énergie, puisque le sucre, vous avez à peu près une cuillère à café là, disponible dans votre sang, vous avez à peine plus dans vos muscles, c'est-à-dire vous avez 10-15 grammes de sucre disponible. Le reste, c'est des réserves. Et c'est le cortisol qui s'allie à l'insuline qui va déstocker ce sucre. Le niveau d'insuline nécessaire et la sensibilité des cellules de faire pénétrer l'insuline et le sucre est directement lié au niveau de cortisol. Tous les diabétiques insulinodépendants savent que lorsqu'ils sont stressés ou lorsqu'ils vont affronter un stress, sont obligés d'augmenter les doses d'insuline parce que le stress demande davantage d'énergie, demande davantage de sucre circulant. Et donc des équilibres de diabète, oui. Très bien. Malheureusement, j'apprends que j'ai une maladie grave. Est-ce que le fait de faire de la cohérence cardiaque, là je parle d'un point de vue émotionnel, ça peut m'aider suite donc à cette mauvaise nouvelle? Est-ce que ça peut aider? Alors si la nouvelle est brutale, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de préparation, ça va déstabiliser. Et surtout si c'est une maladie, comme on appelle une maladie long cours, une maladie mortelle à échéance, bien ça entraîne beaucoup de pessimisme, de découragement, de peur, d'anxiété et de pensée. Et là, il est certain qu'accompagner ça d'une pratique de cohérence cardiaque permet de prendre la distance par rapport à la maladie, par rapport à son devenir. Mais ça permet aussi de renforcer justement le système de défense maladie. Et donc ça va renforcer le système parasympathique, ça va renforcer le système immunitaire qui est important aussi, parce que le découragement, l'abandon, le fait d'avoir cette nouvelle et d'être basculé totalement en désespoir est défavorable à la réparation, est défavorable à la guérison au système immunitaire. Et donc on a le double effet, l'effet sur la peur, l'effet sur la physiologie de la réparation de la guérison et aussi un certain effet sur l'impact de la force physique pour le faire. Et les dommages, nous avions mis en place avec David Servan-Schreiber, malheureusement ça a été interrompu par sa maladie et son décès, toute une pratique, une formation que je désire reprendre sur l'accompagnement dans le domaine du cancer, qui forcément malheureusement était le cas dans son cas, de qu'est-ce qu'on peut faire avec une simple pratique respiratoire et quels sont les impacts sur lesquels ils agissent. Oui, donc
Donc il est certain qu'une mauvaise nouvelle va déstabiliser. La déstabilisation ne va pas améliorer la maladie et son devenir. Au contraire, va souvent un peu précipiter par abandon vers une aggravation. Et la cohérence cardiaque est extrêmement utile à ce moment-là. Très bien, donc encore une fois, respirez bien et sans modération. Oui. Info ou intox, cohérence cardiaque chez les animaux? Ah, c'est pas un intox du tout. Nous avons de nombreux vétérinaires qui pratiquent la cohérence cardiaque et c'est publié depuis longtemps. Bien sûr, on ne va pas faire respirer un cheval, quoi, on ne peut pas le faire respirer. Mais par contre, les propriétaires d'animaux, les chevaux, les chiens, c'est un peu plus difficile chez les chats. Lorsqu'ils sont en cohérence cardiaque, a un impact direct sur l'animal. Donc l'animal n'est pas forcément en cohérence cardiaque. Par contre, la cohérence cardiaque d'un humain va modifier le système nerveux autonome de l'animal et le calmer. Et c'est un enseignement qui maintenant est donné pour les vétérinaires, cet accompagnement de la pratique, soit du propriétaire, soit du soignant, soit du vétérinaire, auprès d'un animal malade. Finalement, ça va bien au-delà de ce que l'on voit et de ce que l'on sait, la cohérence cardiaque sur les animaux. Ah oui, c'est l'effet direct, je ne veux pas dire par contagion, mais l'effet direct d'un cœur en cohérence cardiaque émet une onde de type radio qui est apaisante, sur lequel même si le cheval ou le chien n'ont pas la même fréquence de résonance, elle est supérieure pour le cheval, inférieure pour le chien que l'humain, il y a un phénomène de synchronisation qui se fait, et surtout, il y a peut-être d'autres, on pense qu'il y a aussi d'autres voies, que ce soit le langage corporel. Les chiens sont très sensibles à la dilatation pupillaire. Lorsque nous stressons, les pupilles sont dilatées, sont très sensibles vraisemblablement à des phéromones ou des odeurs corporelles quand on est stressé. D'ailleurs, les chiens se rapprochent des gens qui ont peur des chiens. Justement, ils savent que c'est les personnes qui sont plus fragiles et donc ils vont essayer d'intimider ces gens avant d'intimider les autres. Et les chiens sont extrêmement sensibles aux personnes en cohérence cardiaque parce que ces personnes sont neutres émotionnellement, justement. Ok, adapté ou pas adapté, cohérence cardiaque et acouphènes. Alors c'est une question qui revient sans arrêt, déjà par l'importance des acouphènes dans la population générale. Il y a eu une publication qui a été faite par une équipe italienne, je ne me rappelle plus le nom, sur l'utilisation de la cohérence cardiaque de façon régulière dans les acouphènes. Mais pour avoir suivi de très nombreuses personnes, parce que même en tant que médecin généraliste, dans une clientèle de médecine générale, les acouphènes c'est extrêmement important, jusqu'à devenir extrêmement invalidant pour certaines personnes, avec des effets sur la santé majeurs. Les acouphènes agissent à plusieurs niveaux, déjà sur une certaine désensibilisation, et c'est de l'habituation aux acouphènes, mais l'acouphène est quand même un signal. L'acouphène est un signal de souffrance d'une cellule nerveuse au niveau de l'oreille interne. L'acouphène n'existe pas. C'est une fausse stimulation faisant croire qu'il y a une cellule un site vibratile qui vibre alors que c'est juste le signal, et donc va faire envoyer ce bruit. Dans la mesure où on a un effet sur le système nerveux autonome plutôt d'apaisement, les personnes qui pratiquent les acouphènes se distancient progressivement de ces acouphènes et ont l'impression de les entendre moins. Mais après, la physiologie n'est pas expliquée complètement, mais c'est extrêmement intéressant, surtout les personnes qui, dès qu'elles sont dans le silence, quand elles veulent s'endormir, et dès qu'il n'y a plus de bruit environnement, vont entendre ces acouphènes et devenir extrêmement gênants et parfois très insomniantes. Tu parlais d'habituation il y a quelques secondes, on parle aussi d'habituation cohérence cardiaque pour le traitement des phobies. Oui, alors là c'est même plus loin, c'est une désensibilisation, c'est-à-dire arriver à être en présence d'un agent phobique et ne pas présenter une réaction exagérée. Je ne dis pas d'être en position agréable si je n'aime pas les araignées, il y a une araignée là. Juste faire que je peux plus rapidement accepter de rester en présence d'une araignée, même à distance, sans ressentir ce besoin de fuir immédiatement. Ce besoin d'éviter. Et c'est vrai que nous avons un protocole assez important, dérivé des thérapies cognitives et comportementales, de désensibilisation face à des agents phobiques. Ouais, ça marche très bien. Moi, je pratique la désensibilisation de phobie en combinant EFT et cohérence cardiaque, et les résultats sont surprenants. Hein. Tout à fait. Vraiment, c'est très intéressant. Tu parles d'épuisement surrénalien quand tu parles de burn-out. Est-ce que la cohérence cardiaque peut prévenir le burn-out ? Ah oui.
Oui, bien sûr, dans la mesure où, en installant une pratique régulière de cohérence cardiaque, on va, encore une fois, mettre un filtre entre une situation difficile au travail, surmenage, des contraintes, et la réaction corporelle. Donc on va mettre un filtre qui va rendre cette contrainte moins pesante, donc moins chargée émotionnellement. Donc déjà, le niveau de cortisol nécessaire sera plus bas. Déjà, la réaction corporelle sera plus basse, une certaine désensibilisation par rapport à cet environnement. Donc à titre préventif, oui. Mais aussi, il faut savoir que lorsque je suis stressé, mes surrénales et tout mon système nerveux autonome va orienter presque toute la production au profit du cortisol et va moins orienter vers une autre hormone plus de réparation, de relaxation qui s'appelle la DHEA. Et donc en rétablissant cet équilibre, on rétablit d'autant je vais dire, le contrepoison du cortisol qui s'appelle la DHEA. Et même la pratique régulière de la cohérence cardiaque va, en réduisant la demande, retarder, si les circonstances durent, l'arrivée du burn-out ou améliorer un burn-out débutant en renforçant une stimulation régulière bilatérale des sécrétions, surtout parasympathiques. Donc oui, en préventif, c'est important. Et il est sûr qu'en période de burn-out, c'est le repos qui est important, mais une pratique régulière pendant le repos va permettre de commencer à relancer ce système qui est complètement épuisé. Très intéressant, une dernière question. Cohérence cardiaque et prise en charge kinésithérapeutique. Alors là, dans tout ce qui est technique manuelle, je crois que le praticien a un grand rôle à jouer, déjà en accompagnant son geste, et d'utiliser la respiration. La plupart utilisent déjà la respiration, parce que pratiquement tous les kinés font aussi de la kiné respiratoire. Donc, d'accompagner tous leurs gestes, tous leurs mouvements, quels qu'ils soient, d'une pratique surtout en poussée expiratoire. Et donc, synchroniser déjà la respiration, prévenir que sur une poussée, on va pratiquer un geste, et c'est comme une balançoire, on va décider de la faire ensemble, et on va souffler en même temps. Et c'est extrêmement intéressant pour vaincre un certain tonus sympathique, c'est-à-dire un tonus musculaire, et rendre le geste moins douloureux s'il est douloureux, en tout cas plus facile. Bon, en fait, la cohérence cardiaque, c'est recommandé chez tout le monde, de 7 à 77 ans, même avant 7 ans et même après 77 ans. Chez tout le monde. Et oui, tout le monde. Alors, ça paraît un peu une potion de miracle, mais c'est quand même, je pense que dans ma carrière, dans mes études, j'ai fait énormément de formations parce que j'adore apprendre et je pense n'avoir pas encore rencontré une pratique dont le ratio bénéfice-temps consacré soit si élevé par rapport aux bénéfices. Et ce qui est vraiment super dans cette cohérence cardiaque, et on l'a vu, c'est que c'est complémentaire à l'hypnose, à la sophrologie, la relaxation, les prises en charge psychothérapeutiques, médicales, paramédicales, kinésithérapeutique, on vient d'en parler, les soins dentaires, etc. Tout le monde peut. Je pense que c'est complémentaire et amplificateur. En fait, ça va augmenter l'efficacité de ce qu'on fait par ailleurs. Ouais, super. Ouais. Bah, il faut en faire. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Exactement. Vous avez d'autres vidéos là que vous pouvez télécharger en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Marcel Proust disait « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » Donc David, je voulais te remercier pour cette formation et pour cette interview. Donc de la gratitude et du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci et à très bientôt pour les prochaines vidéos.